Maintenant, vous savez, l'environnement, ça touche tout le monde. Ça touche toutes les générations. Ça touche tous les gens de quelque origine qu'ils soient. Et il y a quelque chose d'important ici qui s'en vient dans les prochaines minutes. Je passe la parole pour un témoignage des générations. Il y a des éléments ici qui vont être dits, tirés, en fait, et adaptés d'un texte de Philippe Marquis qui avait été présenté à la commission de l'Abitibi-Témiscamingue sur l'avenir du Québec en 1995, paru dans le numéro d'avril 1995 du journal Hors d'ordre. Et donc, avec les propos qu'il y avait là, il y avait quelque chose qui résonnait particulièrement. Alors, il y a quelques générations différentes qui vont passer de la plus jeune à la plus sage. Donc, pour parler évidemment de l'importance de l'environnement, ce que ça peut représenter pour nous. Alors, en premier lieu, j'appellerai Chloé à venir. Est-ce qu'elle est là? Super. Je suis d'ici. Je m'appelle Chloé Turcotte et j'ai 8 ans. J'aime ce pays qu'on appelle l'Abitibi. J'y suis née et j'y grandis. J'aime cette terre plate gorgée d'eau qui se partage. J'aime cette terre parsemée de petites montagnes du haut desquelles on devine la courbe de la planète derrière l'horizon quand le soleil se couche pour aller se lever ailleurs. J'aime ces rivières, ces lièvres, ces mélèzes, ces corbeaux, ces trempes, ces pinsons, ces épinettes, ces perdrix, ces quenouilles, ces rats musqués, ces pissenlits, ces hivers, ces pluies, ces étés. C'est chouette. Je suis d'ici, je m'appelle Jean-François et j'ai 23 ans. J'aime ce pays qu'on appelle l'Abitibi-Témiscamingue. J'y suis né et j'ai grandi. Si j'aime ce coin de terre, il est naturel que je réagisse comme tant d'autres quand on coupe nos arbres, quand on pollue nos lacs et nos rivières, en étouffant ceux qui y vivent et quand on garde les gens dans l'ignorance afin d'assurer le pouvoir d'une toute petite gang. Ce qui est clair pour moi, c'est que les choses changent quand les gens changent au plus profond d'eux-mêmes et décident que ça changera. Notre lutte pour le droit à l'éducation en est un exemple probant. Notre société est en marche et c'est ensemble que tout se peut. Certes, il faut travailler pour que ça change. De ce point de vue, il est important d'avoir une population en bonne santé, jouissant de la meilleure éducation possible. Comment donc oser de manière aussi brutale de réduire de manière aussi brutale l'accessibilité aux études? Est-il logique qu'on marchande le savoir? Je suis pas naïf et au point de ne pas me rendre compte que l'ordre actuel des choses en place je suis pas naïf au point de ne pas comprendre que l'ordre actuel des choses en place de façon à conforter une poignée de nantis. On ne construit pas une pyramide par le haut, mais par la base. Il faut transformer, occuper tout notre espace, être ensemble et évoluer selon nos besoins et ceux des vivants qui nous succéderont. C'est à ce rêve que je veux œuvrer et je ne suis pas tout seul. Bien sûr que je souhaite des changements globaux, mais les changements les plus réels et les plus durables sont ceux qui s'effectuent ici et maintenant, dans nos familles, nos classes, dans nos groupes d'amis, nos villes, nos villages et nos quartiers. Pour que ça change, inspirons-nous de la nature. Nos plus gros barrages hydroélectriques, nos plus belles usines et nos plus nobles universités font pâle figure en comparaison à la vie qui bat dans les plus petits boisés. Merci. Je suis devenue d'ici. Je m'appelle Sylvie Nicole, j'ai 52 ans. J'aime ce pays qu'on appelle l'Abitibi. Je n'y suis pourtant pas née. C'est pas ici que j'ai grandi, mais l'Abitibi est devenue chez nous. Les boutures ont tenu le coup, comme on dit. Je constate que de plus en plus nous nous fions à d'autres, forces occultes du pouvoir politique, forces du marché ou l'auto 649 pour nous sortir du trou. Nous ne faisons plus rien de nous et nous ne faisons plus confiance. Nous sommes une société de consommation, de gaspillage qui est en train de sucer ce qui reste de vie et de ressources à la Terre. Nous gaspillons tout, même le capital humain, le talent, l'intelligence des gens qui nous permettons de mettre en marge. Plus que tout, c'est l'avenir de nos enfants que nous consommons et celui des enfants de nos enfants. On m'a raconté qu'autrefois, chez certaines Premières Nations, on s'interrogeait sur les conséquences des gestes que l'on posait pour 7 générations à venir. Ben voilà, en 2 générations ou à peu près, nous avons saccagé forêts, rivières, océans. La liste est longue, bien trop longue. Je tenterai de la terminer que j'en mourrai, sans compter les milliards d'affamés de la Terre, pourtant si riches. Il n'y a pas de quoi être fier.
Économie boulimique. On gère son temps. On investit dans ses relations. Les bénéfices de tout acte sont évalués en termes de rendement immédiat. Ça devient difficile de voir à long terme dans ces conditions. Or, il n'y a rien de plus méprisant pour l'être humain et la nature, rien de plus meurtrier que cette logique mercantile. Oui, nous avons fait des progrès. On vit plus vieux et en meilleure santé. Les distances n'existent plus, mais les scientifiques ne se gênent pas un instant pour jouer avec les gènes ou jongler avec les terribles forces nucléaires. Nous avons même marché sur la Lune. Sommes-nous seulement capables de marcher sur Terre comme du monde? L'avènement de cette société de consommation qui, dans le meilleur des cas, voudrait que chacun possède sa voiture, sa télévision, son cellulaire, son ordinateur et je ne sais quoi encore, a pour conséquence de nous isoler de les uns et des autres et des unes et des autres. Nous devons couper totalement nous couper totalement de notre environnement. Tout ça est le propre d'une civilisation hyper individualisée, ne sachant plus à quoi s'accrocher et sur le bord du déclin. C'est cette réalité que je regarde, celle dans laquelle nous sommes. Seulement, je n'ai plus le temps de pleurer, puisque je suis toujours vivante. Je tenterai tout au long de ce qui me reste d'années à vivre pour changer cet état des choses. L'espoir est dans le nombre, l'espoir est ici, l'espoir est maintenant. Je suis d'ici. Je m'appelle Fernand Bellimard et j'ai 80 ans. J'aime ce pays qu'on appelle Abitibi-Témiscamingue. Je suis né au Témiscamingue et je ne m'en glorifie. J'ai vécu toute ma vie en Abitibi-Témiscamingue, mais je ne connais pas encore assez mon pays. Je ne connais pas toutes les rivières, tous les chemins de pénétration, tous les ravages des d'orignaux, tous les rangs de ma région. Je n'ai pas senti toutes les fleurs, ni non plus je ne connais pas les noms des oiseaux, je ne peux toujours pas reconnaître tous leurs chants. Je mélange les grenouilles et les wawarons. Je ne connais pas tous ces rangs, mais j'en connais assez pour l'aimer, ma région, et vouloir la garder belle. Je suis cependant navré de voir qu'elle est menacée, comme tout le Québec d'ailleurs. Et là-dessus, j'ai deux choses à vous dire. Je trouve que le Québec est très patient. Le Québec, le 2 mai dernier, a dit d'une façon massive et de toutes les manières, a dit non, d'une façon forte, au gouvernement que nous avons actuellement au fédéral. À cet empereur qui bafoue les valeurs des Québécois, notre histoire, notre culture. Nous sommes trop résignés et je pense que c'est la rançon pour vivre dans cette confédération qui n'en est pas une, qui est une bâtarde de confédération. Et quand on regarde le gouvernement québécois, ce n'est guère plus intéressant. Quand on regarde le premier ministre fédéral, on trouve qu'il est trop raide, mais quand on regarde celui du Québec, on trouve qu'il est trop mou. Il est ramolli par la corruption. Il est comme un certain nombre d'autres personnes qui n'écoutent plus rien, qui n'écoutent plus sa population. Et comme le maire de Montréal, de Laval, de Mascouche, de Terrebonne, beaucoup d'autres, il dit qu'il n'est pas au courant. Il a laissé tout un système s'installer dans notre province pour que le crime fonctionne à merveille. C'est un système organisé, c'est le crime organisé pour nous déposséder. Nous sommes patients, mais nous n'avons pas raison d'être découragés. Parce qu'au Québec, il y a un mur qui s'est levé il y a quelques mois, un mur de 200 000 personnes dans nos jeunes, qui est venu dire à nos dirigeants, assez, c'est assez. Ils sont beaux, ces jeunes, quand on les voit à la télévision tous les soirs.
Ils sont organisés. Ils sont organisés, ils sont structurés, ils sont courageux, ils sont intelligents, ils sont cohérents et ils nous donnent une fichue de belle leçon de solidarité et de démocratie. Ils ont compris que leur lutte dépasse largement le gel des droits de scolarité. Ils ont compris que si on va aller chercher 325 piastres par année dans leur poche, c'est comme d'aller chercher 325 piastres par année dans les gens qui sont dans la poche des gens qui sont sur l'aide sociale ou sur le chômage ou sur le salaire minimum. Ils ont compris qu'un pays qui va chercher le peu d'argent qui lui manque dans les poches des plus pauvres, c'est un pays foqué, c'est un pays mal organisé, c'est un pays mal géré. Nos gouvernants vont nous dire, les 200 000 étudiants qui sont dans la rue n'ont pas compris que tous les frais de scolarité, si on les monte un petit peu d'une pièce par jour, ça va être suffisant pour régler le problème de la gestion de nos universités et que tout le monde fasse sa juste part. Aller chercher un petit moton pour faire un gros moton, c'est écœurant, parce qu'on y a qu'aller chercher de gros motons tout d'un coup, chez les poches, des grosses poches. Ces jeunes ont compris que dans le fond, ce qu'il faut, c'est la gratuité scolaire. On va se scandaliser de voir qu'on va donner de l'argent à des jeunes pour s'instruire alors qu'ils ne dépenseront rien pour s'instruire en disant on va leur faire des prêts. Ça a-tu du bon sens, prêter à des gens qui n'ont pas d'argent? C'est déjà mettre la charrue devant les bœufs. Attendons qu'ils aient fini leurs études, qu'ils soient capables de payer des impôts, et puis ils vont leur remettre leur argent, mais à condition qu'on les impose comme du monde. On est scandalisé de penser qu'on va dépenser de l'argent pour former des médecins ou des avocats, puis qu'après vont faire 200 000 $ par année. Ben non! Tant mieux si on a des médecins et des avocats qui font 200 000 $ par année, à condition qu'on leur charge un impôt qui a du bon sens, et qu'ils nous remettent l'argent qu'on leur a passé. Nos jeunes ont compris que la cause qu'ils défendent est très liée à toutes les autres causes. Les causes sociales, les causes économiques, les causes de la culture ou celles de l'environnement, c'est toute la même chose parce qu'à la base, c'est de prendre l'argent dans ceux qui en ont pour la redistribuer de façon équitable. On va dire à nos étudiants, c'est des fils à papa, ils sont gâtés, des filles à maman, ils sont gâtés, ils sont dans la rue alors qu'ils ont tout, ils ont une auto dans le parking, ils ont des gadgets électroniques, etc. Tant mieux s'ils ont tout ça. C'est un signe qu'ils sont solidaires de ceux qui n'en ont pas. Et s'ils ont le courage d'être dans la rue pendant 2 mois pour solidariser avec ceux qui n'ont rien ou qui craignent qu'ils perdent tout le peu qu'ils ont, eh bien, je pense que ces jeunes-là nous font une fichue de leçon de solidarité et il faut les féliciter. Ils sont beaux, ces jeunes, quand ils se font matraquer, comme d'autres quand ils sont en grève, et parce qu'ils ont compris aussi que ceux qui ont pensé à la Révolution tranquille il y a 50 ans ont pensé à la gratuité scolaire. Ça ne s'est jamais fait, mais il va falloir que ça se passe un jour et que nos étudiants se fassent instruire gratuitement pour ensuite être capables de payer des impôts intelligents à condition qu'on fasse une fiscalité intelligente. Ceux qui disent que ces jeunes-là sont gâtés, c'est probablement parce qu'ils n'ont jamais fait une journée dans la rue, dans leur vie. Ceux qui ont déjà fait des grèves et qui sont fait matraquer ou qui ont eu peur des puissants, que ce soit des policiers ou d'autres, dans la rue, ceux-là comprennent que c'est pas un party d'être 2 mois dans la rue. C'est très difficile et c'est probablement la meilleure chose que ces jeunes-là vont avoir appris dans leur jeunesse, c'est de résister aux bien-pensants ou à ceux qui veulent les mater alors qu'ils ont une cause juste. Et je pense que même les jeunes qui en ont fait 3 semaines seulement de grève, on doit les féliciter aussi parce qu'ils ont pris une fichue de leçon. Oui, je pense qu'à Rouen, c'est ce qui s'est produit. Je félicite ces jeunes. C'est probablement le meilleur souvenir qu'ils vont garder de leur jeunesse. Moi, les 2 moments les plus importants de mes 40 dernières années, c'est quand je me suis fait fourrer à la porte de l'université avec 4 autres cadres parce qu'on dénonçait la corruption de notre boîte. Et l'autre moment, c'est quand je me suis fait inviter par ma patronne à me retirer de la fonction publique. J'ai pris une retraite prématurée parce que j'avais osé dénoncer une fois de plus Minéraux Noranda qui nous polluait. Et je pense que ces moments-là sont majeurs dans la vie des gens.
Merci.